C'était une journée paisible à Genève. Le vent jouait doucement sur les rives du lac Léman. Des enfants riaient, des bateaux glissaient sur l'eau. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'un crime allait s'inscrire dans l'histoire. Un crime qui changerait à jamais l'image d'une femme que l'Europe croyait déjà morte depuis longtemps, du moins dans l'esprit. Une femme élégante descendait l'avenue Mont-Blanc. Elle marchait vite, le pas ferme, une ombrelle dans la main. Pas de carrosse royale, pas de garde du corps. Juste elle, vêtue de noir, silhouette fine et discrète, comme une veuve éternelle échappée d'un autre siècle. Personne, pas même les passants, ne reconnaissait dans cette dame à la démarche pressée l'impératrice d'Autriche, la reine de Hongrie. Si. Puis, soudain, tout bascule. Un homme s'élance, rapide, déterminé. Il fait mine de trébucher, de s'accrocher à elle. Il la percute. Un cri étouffé. Elle vacille. Il s'enfuit. Les gens autour pensent à un vol raté, une bousculade. Mais Sissi se redresse, sourit même à sa dame de compagnie et continue de marcher. 100 mètres plus loin, elle s'effondre. Sans un mot. Son corset est déchiré à la hâte. Et là, sur la poitrine, un trou. Minuscule, presque invisible. Mais d'où s'écoule un mince filet de sang. Rouge foncé, glacé. L'arme, un simple lime à aiguiser, taillé pour poignarder. Le cœur de l'impératrice a été transpercé. Mais pourquoi? Par qui? Et surtout, comment une impératrice, icône de beauté, épouse d'un empereur, mère d'un empire, se retrouve-t-elle seule, anonyme, en proie à un assassin dans une ville étrangère? Pour le comprendre, il faut remonter le fil d'une vie marquée par la solitude, la perte et la révolte. Elle s'appelait Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach. Mais le monde entier la connaissait sous un autre nom, Sissi. Elle fut l'impératrice la plus admirée de son époque, la plus photographiée aussi. Une beauté sans âge, une légende vivante. Mais derrière les portraits en robe blanche et les poèmes romantiques se cachait une femme rongée par les deuils, la dépression et le rejet de tout ce que la monarchie représentait. Mariée à l'âge de 15 ans à l'empereur François-Joseph d'Autriche, elle fut arrachée à son enfance en Bavière, jetée dans une cour impériale glaciale, gouvernée par une belle-mère autoritaire. Très vite, Sissi devient l'étrangère, la femme que personne n'écoute, que tout le monde surveille. Sa première fille lui est retirée à la naissance. Son fils, Rodolphe, unique héritier du trône, deviendra le plus grand drame de sa vie. La suite, une fuite, permanente, un exil volontaire. Sissi passe sa vie à voyager. Des palais italiens aux côtes grecques, elle fuit Vienne, elle fuit les cérémonies, elle fuit elle-même. Mais si elle fuit tout, pourquoi n'avait-elle aucun garde du corps? Pourquoi se promenait-elle seule, alors qu'elle était toujours, techniquement, l'impératrice? Parce que Sissi, dans les dernières années de sa vie, ne voulait plus être reine. Elle voulait être une ombre. Mais même les ombres peuvent attirer la haine. Et ce jour-là, à Genève, la haine avait un nom, Luigi Lucchesi. Un jeune anarchiste italien, pauvre, en colère, désespéré. Il voulait tuer un symbole de la monarchie, peu importe lequel. Il voulait juste faire du bruit. Et ce bruit-là, il allait le faire avec une seule lame, un seul coup et une cible, la femme la plus triste d'Europe. Mais il ne savait pas qu'il venait de réveiller une tragédie bien plus vaste que lui. Avant les poèmes mélancoliques, avant les funérailles solennelles au cœur de l'Europe, il y avait une enfant qui courait pieds nus dans les forêts de Bavière. Une enfant sauvage, libre comme le vent, élevée au bord du lac Starnberg, loin de toute contrainte. C'était Élisabeth, la cadette turbulente d'une lignée princière, plus à l'aise à brosser son cheval qu'à apprendre le protocole. Elle n'était pas destinée à régner. Sa sœur aînée, Hélène, devait épouser l'empereur François-Joseph. C'était elle, la fille parfaite, l'éduquée, la pieuse. Sissi n'était qu'un sourire insolent, un rire trop fort, une tresse qui traînait dans la boue. Mais tout a changé lors d'un voyage à Bad Ischl. L'empereur vit Élisabeth et il oublia Hélène. Coup de foudre? Peut-être. Ou peut-être le besoin d'échapper, lui aussi, à la rigidité d'un trône déjà trop lourd. À 16 ans, Sissi devient impératrice. Elle, la rêveuse, l'indomptable, se retrouve en cage dorée. Vienne n'a rien de romantique. Les murs du Hofburg sont froids, les regards glacés. La jeune mariée comprend vite que l'amour impérial n'est qu'un leurre. La belle-mère, l'archiduchesse Sophie, règne en maîtresse. Elle décide de tout, des horaires, des vêtements, de l'éducation des enfants, même des pensées que sa belle-fille devrait avoir. Quand Sissi donne naissance à sa première fille, on lui arrache le bébé. On ne lui permet même pas de lui donner un prénom. Elle n'est pas une mère, elle est une matrice. Chaque jour, elle doit se soumettre au rituel. Coiffure de plusieurs heures, repas réglementés, sourire figé. L'impératrice devient une image, une icône. Mais à l'intérieur, la jeune femme s'efface. Elle se recroqueville et commence à souffrir.
Sissi développe rapidement des troubles alimentaires. Elle maigrit à vue d'œil. On dit qu'elle mesure sa taille tous les matins, qu'elle jeûne pendant des jours, qu'elle ne se nourrit que de lait ou d'orange. Certains chuchotent qu'elle est malade, d'autres qu'elle est folle. Mais personne ne comprend que derrière cette obsession du corps se cache un cri, un besoin de reprendre contrôle, un refus d'être réduite à un simple ventre impérial. Elle fuit dans les chevaux. L'équitation devient son royaume. Elle s'y donne corps et âme, chevauchant jusqu'à l'épuisement. Quand elle monte, elle n'est plus impératrice. Elle redevient Élisabeth, la fille de Bavière, libre et sauvage. Mais la cour ne tolère pas l'indocilité, pas plus que la solitude. Elle est observée, jugée, critiquée. Chaque absence fait scandale, chaque silence alimente les rumeurs. Alors elle s'en va. Dès qu'elle le peut, elle quitte Vienne. Elle part pour Madère, Corfou, la Hongrie. Elle se fait construire un palais en Grèce, l'Achilléon, décoré de statues mythologiques. Elle écrit des vers sombres. Elle refuse les photographies. Elle se cache sous des voiles noirs. Elle devient une ombre. Et pourtant, dans cette fuite perpétuelle, il y a un lieu qui la retient. Un pays où elle se sent presque heureuse. Un peuple qu'elle aime sincèrement. Les Hongrois. Elle apprend leur langue. Elle soutient leur culture. Elle les défend face à l'Autriche. C'est grâce à elle que le compromis austro-hongrois de 1867 voit le jour. Elle devient reine de Hongrie. Et ce peuple, en retour, la chérit comme une mère. Mais même cet amour-là ne suffit pas à réparer ce qui est brisé. Le 30 janvier 1889, le monde de Sissi s'effondre définitivement. Son fils unique, Rodolphe, l'archiduc héritier, est retrouvé mort au pavillon de chasse de Mayerling. Officiellement, un double suicide d'amour avec sa maîtresse, la baronne Mary Vetsera. Officieusement, une tragédie enveloppée de secrets d'État, d'ordres impériaux, de chantage, peut-être d'un meurtre déguisé. Pour Sissi, ce n'est pas seulement la perte d'un enfant, c'est la perte de sa seule raison de vivre. À partir de ce jour, elle ne portera plus que du noir. Elle ne sourira plus. Elle ne reviendra plus jamais vraiment à la cour. Elle devient un spectre vêtu de deuil, entend les quais, les navires, les hôtels. Elle change constamment d'identité, voyage sous des pseudonymes, refuse tout protocole, vit comme une anonyme. Mais l'histoire, elle, ne l'oublie pas. Et un jour, dans cette errance perpétuelle, elle met le pied sur le quai de Genève, sans savoir que le destin l'y attend. On dit que l'amour d'une mère est inconditionnel. Mais pour Élisabeth d'Autriche, cet amour fut aussi une malédiction. Rodolphe, son fils unique, était bien plus que l'héritier du trône. Il était le miroir de ses propres blessures, la seule âme à Vienne qui comprenait vraiment sa douleur. Dès sa naissance, Rodolphe fut pris en otage par la cour, tout comme ses sœurs avant lui. L'archiduchesse Sophie, grand-mère impitoyable, exigea qu'il soit élevé comme un futur empereur, sans tendresse, sans faiblesse, sans mère. On le plaça entre les mains de précepteurs rigides, parfois violents. Sissi, impuissante, tenta de lutter. Mais l'Empire n'avait que faire des émotions d'une femme, même impériale. Privé d'amour, Rodolphe grandit dans la solitude. Il développa une intelligence vive, une sensibilité hors norme, et un désespoir chronique. Très tôt, il montra un rejet profond de l'absolutisme de son père, un intérêt pour les idées libérales, presque révolutionnaires. Il lisait Darwin, discutait de démocratie, rêvait d'un monde plus juste. Mais ce monde, à Vienne, n'existait pas. Alors il s'évada dans l'alcool, les femmes, les nuits viennoises. Derrière les murs de Schönbrunn, le prince héritier était un homme brisé, traqué par les attentes et rongé par l'ennui. Et puis il y eut Mary Vetsera. Mary avait 17 ans, belle, vive, audacieuse. Fille d'un baron ambitieux, elle était fascinée par le prince triste et prête à tout pour lui plaire. Leur liaison était un secret mal gardé à la cour. Mais personne, ni l'empereur, ni Sissi elle-même, ne comprit à quel point ce lien était devenu toxique et fatal. Dans la nuit du 29 au 30 janvier 1889, au pavillon de chasse de Mayerling, Rodolphe et Marie furent retrouvés morts. Le prince s'était tiré une balle dans la tête après avoir tué sa maîtresse, ou l'inverse, ou un pacte, ou un assassinat déguisé, les versions divergent. Ce que l'on sait, c'est que Sissi, ce matin-là, a perdu son fils, son confident, son double. La nouvelle l'anéantit. Elle s'effondre, hurle, refuse de parler. Le deuil la consume. Elle porte le noir, renonce à tout ce qui lui reste de vie publique. Ce n'est pas simplement une mère en deuil, c'est une femme qui s'éteint lentement, sans bruit. À partir de Mayerling, Sissi n'est plus qu'un fantôme. Elle voyage sans cesse, s'invente des identités, dort dans des hôtels modestes, fuit les photographes, les honneurs, les ministres. Elle refuse d'être statufiée, refuse d'être admirée. Elle ne croit plus à rien. Ni à la monarchie, ni à Dieu, ni à l'amour. Son mari, l'empereur François-Joseph, tente de la retenir. Mais entre eux, il ne reste qu'un fil usé,
la nostalgie. Le monde autour change. Les empires vacillent, les idées anarchistes montent. Partout en Europe, les souverains tombent. Le tsar Alexandre II est assassiné, la princesse de Hesse empoisonnée, le roi d'Italie menacé. Le peuple ne veut plus de roi. Et Sissi, cette impératrice fugitive, solitaire, désenchantée, devient malgré elle le symbole d'un monde à abattre. Mais elle n'a pas peur. Au contraire, elle le dit à sa fille Marie-Valérie. « J'aimerais qu'on me libère, définitivement. » Elle ne voyage plus avec des gardes. Elle n'autorise aucune escorte. Elle marche seule, prend le bateau seule, prend des chambres d'hôtel sous des faux noms. Elle se sait vulnérable. Elle s'en moque. À 60 ans, Sissi n'attend plus rien. Et c'est à ce moment précis qu'un homme décide de la tuer. Il n'était pas noble. Il n'était pas roi. Il n'avait ni couronne, ni cause sacrée. Seulement un nom, Luigi Lucchesi, et une rage immense contre le monde. Né en 1873 à Paris, d'une mère italienne inconnue et abandonné aussitôt à l'hospice, Luigi grandit dans les orphelinats du nord de l'Italie. Ballotté de famille en famille, sans amour, sans espoir, il découvre très tôt la cruauté sociale. Il est pauvre, invisible. Il devient valet, puis ouvrier, puis soldat. Mais partout, il n'est qu'un outil, jamais un homme. À 25 ans, il arrive à Genève, ville de réfugiés politiques, de journaux révolutionnaires, de rumeurs enragées. Là, dans les cafés sombres et les bancs publics, il découvre l'anarchisme. Les idées le frappent comme une révélation. Le monde est pourri parce qu'il est dominé par les riches, les puissants, les couronnés. Le peuple souffre et les monarques dînent en robe d'or. La justice est un mensonge, le trône est une insulte. Et il comprend d'une chose, pour réveiller les masses, il faut du sang, il faut un symbole, il faut frapper haut, très haut. Lucchesi décide de tuer un souverain. Mais lequel? À l'origine, sa cible est le duc d'Orléans, prétendant au trône de France, attendu à Genève en septembre 1898. Mais le duc ne vient pas. Lucchesi ne veut pas attendre. Il lit dans un journal que l'impératrice d'Autriche est en ville, sous un faux nom, à l'hôtel Beau Rivage. Il n'a jamais vu son visage. Il ne sait presque rien d'elle. Mais peu importe. Elle est impératrice. Elle incarne le pouvoir. Elle mourra. Le matin du 10 septembre 1898, Lucchesi fabrique une arme, une lime de cordonnier qu'il aiguise en pointe. Pas de pistolet, pas de poison, pas de complicité. Il sera seul. Il veut prouver que tout homme du peuple peut abattre un souverain avec un outil de pauvre. Il attend devant l'hôtel. Il repère deux femmes. Il hésite. Est-ce elle? Il croit reconnaître la silhouette de deuil, l'ombre noire. Et alors qu'elles descendent vers le quai pour prendre le bateau, il se jette. Un geste, une seconde. Il frappe. Un seul coup, en biais, en plein cœur. Il s'échappe. Pas de cri, pas de sang sur les pavés. Lucchesi pense avoir échoué, mais il a réussi. Quelques minutes plus tard, Sissi s'effondre. Il est arrêté peu après, sans résistance. Il crie qu'il est anarchiste, qu'il voulait tuer n'importe quel monarque. Il ne s'excuse pas, il revendique. Et le monde entier découvre avec stupeur. La femme la plus insaisissable d'Europe, celle que même la cour impériale ne voyait plus, est morte sous les mains d'un inconnu sans nom. Mais qui a vraiment tué Sissi? Luigi Lucchesi? Ou les décennies de solitude, de rejet, de deuil, de mépris? Ce jeune homme sans futur a peut-être porté le coup, mais la société tout entière a creusé la plaie. Quant à Lucchesi, il est condamné à la prison à vie, pas à mort. La Suisse n'a pas la peine capitale. Ironie cruelle. Lui qui voulait mourir pour sa cause devra vivre dans une cellule. En 1910, après 12 ans de réclusion, il se pend avec sa propre ceinture. Et Sissi, elle, entre dans la légende. Mais pas comme elle l'aurait voulu. Non pas comme une impératrice, mais comme une martyre. La scène semble irréelle. Le quai du Mont-Blanc, baigné de lumière, des passants insouciants, un bateau prêt à larguer les amarres pour Lausanne. Et au milieu de ce tableau tranquille, une femme élégante, voilée de noir, qui vacille. Quelques secondes plus tôt, elle parlait encore à sa dame de compagnie. Quelques secondes plus tard, elle s'effondre lentement, sans un cri, comme une feuille qui glisse hors de sa branche. Personne ne comprend. Pas même elle. Élisabeth croit d'abord à une chute, à une bousculade. Elle se redresse aussitôt, digne, presque gênée. Elle grimpe la passerelle du bateau, refuse l'aide qu'on lui tend. Elle s'installe sur le pont. Mais à peine quelques mètres parcourus sur l'eau, et son visage se fige. Une douleur sourde, une oppression dans la poitrine. Ses doigts tremblent. Elle murmure « Je me sens faible ». Puis, tout s'écroule. Elle s'effondre, cette fois pour de bon. Les marins la transportent à l'intérieur. Le bateau fait demi-tour. On la ramène à l'hôtel Beau Rivage, dans sa suite, chambre numéro 14. Là, on l'allonge. On appelle des médecins. On défait son corset. Et on découvre. Sur sa poitrine, une tache pourpre, presque invisible. Un petit trou. Aucun cri, aucun sang visible au départ.
Mais maintenant, le cœur a cessé de battre. Le coup de lime, porté avec une violence calculée, a pénétré entre les côtes, traversé les tissus, transpercé le péricarde, touché le ventricule gauche. La blessure est mortelle et silencieuse. Sissi respire encore, mais à peine. Elle n'ouvre plus les yeux. Son visage est paisible, presque absent, comme si la douleur, enfin, la quittait. Elle ne prononce plus un mot, juste un souffle, faible, loin, déjà ailleurs. À 14h10, le 10 septembre 1898, Élisabeth d'Autriche meurt. Il n'y a pas de fanfare, pas de cortège impérial, pas de prière solennelle. Juste une pièce d'autel, une robe noire froissée, une femme de chambre en larmes, une vieille dame maigre, le cœur transpercé. La nouvelle se répand vite, comme une onde de choc. À Vienne, la cour est frappée de stupeur. À Budapest, les cloches sonnent le glas. À Paris, les journaux titrent en rouge. L'impératrice assassinée à Genève. Mais la réaction publique est complexe. Certains pleurent la reine des cœurs, cette souveraine poétique, cette femme qui refusait la rigidité impériale. D'autres, plus cyniques, rappellent son indifférence politique, son absence, son refus du rôle. Les monarchistes crient à l'horreur. Les anarchistes, eux, y voient un acte de justice symbolique. Mais pour ceux qui connaissaient Sissi, vraiment, il ne reste qu'un sentiment, la fin d'une souffrance interminable. François-Joseph, l'empereur, reçoit la nouvelle sans larmes. On dit qu'il s'est assis, le regard fixe, avant de murmurer « Rien ne m'a été épargné ». Il fait rapatrier le corps à Vienne. Le cercueil, scellé, recouvert de lys blanc, quitte Genève dans le silence. Lors des funérailles, des milliers de personnes se rassemblent. Mais l'impératrice est absente, pas seulement physiquement. Elle ne fut jamais tout à fait là, car Sissi n'a jamais été une souveraine comme les autres. Elle ne voulait ni trône, ni couronne. Elle voulait l'infini, le ciel, le vent, la fuite, et c'est peut-être ce qu'elle a obtenu. Dans cette mort rapide, inattendue, presque douce, il y a quelque chose de conforme à son mythe. Elle est morte comme elle a vécu, en marge, et désormais, dans la mémoire collective, elle renaît. Non plus comme la femme solitaire d'un empire moribond, mais comme une légende tragique. Le quai où elle fut poignardée porte désormais son nom. Le banc sur lequel elle s'était reposée est devenu un lieu de recueillement. Son visage, figé dans le marbre ou sur les billets souvenirs, inspire encore des générations. Mais derrière les portraits, derrière les robes de soie et les boucles impeccables, se cache toujours la même question. Sissi est-elle morte à Genève, ou avait-elle commencé à mourir bien avant? Lorsque le train funéraire arriva à la gare du Nord-Bahnhof de Vienne, le silence était lourd comme le marbre. Sur le quai, une mer noire de chapeaux et de voiles. Des visages figés, des regards vides. La capitale impériale, habituée au triomphe, recevait une impératrice. Dans un cercueil. Le cercueil était scellé. Personne ne verrait plus jamais son visage. À l'intérieur, une robe blanche de velours, brodée de lys. Une couronne de myrte sur la tête. Et une lettre, glissée dans ses mains, écrite par sa fille, Marie-Valérie. Quelques lignes d'adieu. Rien de politique. Tout était personnel. Mais la ville, elle, n'avait pas connu la femme. Elle n'avait connu que la légende. Sissi la silencieuse. Sissi l'absente. Sissi l'insaisissable. Et c'est précisément cela qu'elle venait de perdre. Pendant des décennies, la société viennoise n'avait cessé de critiquer l'impératrice. Trop distante, trop étrangère, trop bohème. Elle ne participait pas au bal, fuyait les inaugurations, ne s'exprimait jamais en public. Elle dérangeait par son absence plus que d'autres par leur présence. Mais sa mort brutale changea tout. Subitement, elle devint l'idole du peuple. L'Autriche, rigide, militariste, engoncée dans ses rituels, découvrait qu'elle avait aimé une femme qu'elle n'avait jamais comprise. Et dans le vide qu'elle laissait, chacun projetait ce qu'il voulait, la pureté, la révolte, la douleur. Les poètes écrivirent des élégies, les peintres ressortirent ses portraits idéalisés, les compositeurs lui dédièrent des requiems, et les rues se remplirent de son visage. Le mythe naquit et ne cessa de croître. Mais François-Joseph, lui, ne participa pas à cette exaltation. Depuis la mort de Sissi, il ne fut plus jamais le même. Le vieil empereur, déjà marqué par la disparition de son fils, se mura dans le devoir. Il poursuivit ses audiences, ses réunions, ses signatures, mais sans feu, sans éclat. Dans le palais de Schönbrunn, on dit qu'il avait fait conserver intacte la chambre de l'impératrice. Les domestiques y entraient encore chaque jour pour ouvrir les rideaux, changer les draps, comme si elle allait revenir. Mais elle ne revint jamais. La jeune génération, elle, n'était plus dupe. L'empire craquait, les peuples grondaient, les nationalismes s'intensifiaient. Et dans les cafés de Vienne, les étudiants n'avaient que faire des larmes impériales. Ils parlaient de république, de suffrage universel, de guerre imminente. Et pourtant, même eux ne pouvaient ignorer l'ombre de Sissi.
Elle incarnait quelque chose que la politique ne pouvait saisir, l'élégance perdue, la dignité blessée, le refus silencieux. Son absence à la cour devint, après sa mort, sa plus grande présence, car plus elle s'était effacée, plus elle était devenue universelle. Elle n'était pas l'épouse du pouvoir, elle en était la fuite, pas la vitrine du régime, mais sa fissure. Et à mesure que l'Empire s'enlisait dans ses contradictions, le peuple, même sans s'en rendre compte, pleurait en Sissi non pas une souveraine, mais une âme libre. Une âme qui, bien avant tous les autres, avait compris que le monde ancien allait s'effondrer. 13 ans après sa mort, en 1914, son neveu, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo. L'attentat déclenche la Première Guerre mondiale, et l'Empire austro-hongrois, déjà fragilisé, s'effondre définitivement en 1918. Dans les ruines de Vienne, il ne reste plus ni trône ni couronne. Mais sur un mur, au détour d'une ruelle, quelqu'un a griffonné au fusain une simple phrase. Sissi l'avait pressenti. Elle est morte seule. Mais après sa mort, elle n'a jamais été aussi entourée. Dans les années qui suivirent l'assassinat de l'impératrice, le nom de Sissi ne quitta plus jamais la mémoire collective. En Autriche, en Hongrie, puis dans toute l'Europe, elle devint une icône, une légende, une énigme. Et peu à peu, la réalité de sa vie s'effaça derrière le vernis du conte de fées. Les maisons d'édition se mirent à publier des biographies romancées. Les poètes faisaient rimer ses larmes avec la rosée du matin. Les journaux racontaient sa mort comme un sacrifice divin. Et surtout, on insista sur sa beauté. La plus belle femme d'Europe, disait-il. La déesse de l'Empire. Mais cette image, si parfaite, si lisse, n'était qu'un masque. Car Sissi ne fut jamais une princesse joyeuse, ni une reine triomphante. Elle fut une femme brisée par le poids d'un monde qui refusait les femmes libres. La légende disait qu'elle adorait les bals, les palais, la haute société. En vérité, elle détestait tout cela. Elle évitait les réceptions, refusait les audiences, fuyait les photographes. Elle ne voulait pas être vue, elle voulait être oubliée. La légende disait qu'elle était frivole, obsédée par son apparence. Mais cette obsession, pour sa minceur, ses cheveux, sa silhouette, n'était pas de la coquetterie. C'était une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur un corps et une vie qui ne lui appartenaient plus. À partir de 1930, Hollywood s'intéresse à son histoire. Des scénaristes cherchent à adapter sa vie, mais ils ne gardent que ce qui brille. La rencontre romantique avec l'empereur, la robe blanche à traîne infinie, les sourires dans les jardins viennois. En 1955, l'actrice Romy Schneider incarne Sissi dans un film devenu culte. Blonde, radieuse, espiègle, amoureuse. Une jeune femme parfaite, presque irréelle. Le film connaît un succès immense. Le public pleure, applaudit, s'émerveille. Et le mythe Sissi est figé à jamais. Mais Romy Schneider, elle-même, dira plus tard. La vraie Sissi n'avait rien d'une princesse de conte. C'était une âme déchirée. Et en effet, dans cette construction posthume, ce sont les blessures de Sissi qu'on a effacées. Sa mélancolie, son rejet de la cour, sa profonde solitude, son désespoir de mère, son refus des conventions, son anticonformisme viscéral. Elle écrivait des poèmes sombres, proches du romantisme noir. Elle lisait Heine et Byron. Elle rêvait de mourir en mer ou dans une tempête. Elle disait ne pas croire en Dieu, mais en l'anéantissement. Cette part de ténèbres, l'histoire officielle ne l'aimait pas. Alors on la transforma en une héroïne douce et muette. Un visage sur un timbre, un prénom sur une bonbonnière, une poupée de porcelaine dans les vitrines de Schönbrunn. Mais dans le silence du château de Corfou, dans les couloirs vides de l'Achilléon, dans les pages tachées d'encre de ses carnets, la vraie Sissi murmure encore. Elle parle de liberté, de douleur, et d'un monde qui l'a rejetée. Aujourd'hui, les touristes affluent par milliers pour visiter ses appartements, ses robes, ses bijoux. On vend du parfum Sissi, des tasses Sissi, des poupées Sissi. Mais combien savent vraiment qui elle était? Combien voient la femme derrière le mythe? Et si la plus grande tragédie de Sissi n'était pas sa mort à Genève, mais le fait que personne ne l'ait jamais vraiment écoutée de son vivant? Dans une Europe gouvernée par des hommes en uniforme, Sissi écrivait en secret. Elle n'écrivait pas pour le peuple, ni pour la postérité. Elle écrivait pour survivre, pour respirer, pour crier sans bruit. Ses poèmes, longtemps cachés, censurés par la famille impériale, ne furent publiés qu'après sa mort, dans une version expurgée, filtrée par les censeurs de la monarchie. Et pourtant, même amputés, ces vers suffisent à révéler une autre facette de la légende. On y découvre une voix acerbe, douloureuse, lucide, une femme qui se sait étrangère à son monde, une âme trop grande pour les couloirs étroits du Hofburg. Elle écrivait souvent la nuit, à la lueur d'une bougie, dans sa cabine de bateau ou dans un hôtel perdu. Elle grattait le papier à la hâte,
avec une écriture inclinée, nerveuse, des strophes sans ponctuation, des images sombres, des appels à l'effacement. Je suis une étoile morte, qui brille encore pour rien. Ils m'appellent impératrice, mais je suis leur prisonnière. Ces mots n'étaient pas de simples plaintes. C'étaient des actes de résistance, une forme de révolte intérieure, sans épée ni drapeau. Car Sissi n'était pas révolutionnaire dans la rue. Elle l'était dans le cœur. Le silence fut son arme la plus puissante. Là où les impératrices devaient briller, elle s'effaçait. Là où les souveraines devaient sourire, elle se taisait. Là où la tradition exigeait soumission et représentation, elle imposait l'absence. Elle refusait les couronnes, refusait les médailles, refusait même d'être photographiée. À partir de l'âge de 30 ans, elle ne se laissa plus jamais capturer par l'objectif. Pas par coquetterie, mais parce qu'elle refusait d'être figée, réduite à une image. C'était là, sa guerre silencieuse contre l'Empire. Son rapport au corps était aussi une révolte muette. Elle le contrôlait avec une rigueur presque inhumaine. Des régimes drastiques, des heures de gymnastique, des bains glacés, des corsets serrés au point de l'évanouissement, non pour plaire, mais pour reprendre possession de ce que la cour voulait dominer. Ses cheveux, célèbres dans toute l'Europe, tombaient jusqu'aux chevilles. Elle les faisait coiffer pendant 3 heures chaque matin, non par vanité, mais comme un rite, un mur entre elle et le monde. Elle ne voulait pas séduire, elle voulait disparaître. Sissi n'était pas qu'une femme triste, elle était aussi une intellectuelle. Elle lisait Heine, Goethe, Shakespeare, Byron. Elle parlait plusieurs langues. Elle s'intéressait à la philosophie bouddhiste, aux sciences naturelles, à la politique hongroise. Elle correspondait avec des poètes, des penseurs, des femmes écrivaines. Mais à la cour, on ne voulait pas d'une impératrice qui pensait. On voulait une épouse, une mère, un ornement. Alors elle se replia encore, et ses poèmes devinrent plus sombres, parfois presque prophétiques. Je ne suis qu'un souffle dans le vent, une feuille qui attend la lame. Et puis, il y eut les carnets, cachés, codés, pleins de symboles. On y retrouve des méditations sur la mort, des rêves de fuite ultime. Elle parlait de se perdre dans les vagues, de se fondre dans les glaciers, d'avaler une fiole de poison dans la brume. Mais le destin lui offrit un autre genre de fin. Non la mort rêvée, mais la mort politique. Une lame anonyme, en pleine rue, au bord d'un lac. Comme si le monde, enfin, l'avait rattrapée dans sa course. Et dans le sang discret qu'elle perdit ce jour-là, il y avait tout cela. Les mots qu'elle n'avait pas pu dire, les colères qu'elle avait contenues, les silences qu'elle avait criés. Perqué sur les hauteurs verdoyantes de Corfou, entouré d'oliviers et de la mer Ionienne, se dresse un palais aux colonnes blanches, aux statues figées, aux couloirs silencieux. Ce n'est pas un palais impérial ordinaire, c'est un cri d'âme figé dans le marbre, un tombeau pour une femme vivante. C'est l'Achilléion, le refuge de Sissi, son exil choisi, sa forteresse intérieure. Construite entre 1889 et 1891, quelques mois seulement après le suicide de son fils Rodolphe, l'Achilléion est né d'un deuil trop grand pour être porté. Pour Sissi, ce palais n'est pas un lieu de pouvoir. C'est un temple de douleur, une offrande à ses dieux perdus, la beauté, la liberté et Achille. Le héros grec, Achille, devient son double mythique. Elle le vénère, le cite, l'étudie. Il est jeune, fort, immortel par le chant, et pourtant vulnérable, condamné à une mort absurde. Comme Rodolphe, comme elle. Au centre du jardin, une statue gigantesque d'Achille mourant, transpercée par la flèche. Son torse se cambre, son regard se brise. L'inscription gravée à ses pieds. Achille mourant, car nul n'échappe au destin. Sissi se promenait seule entre les statues grecques, le regard perdu. Elle lisait l'Odyssée, couchée à l'ombre, fuyait la cour, les journaux, les visiteurs. Elle vivait là sans titre, sans serviteur, comme une veuve antique. Elle ne voulait plus être impératrice. Elle voulait être une silhouette parmi les ruines. Les murs de l'Achilléion portaient sa pensée. Dans les couloirs, des fresques de la guerre de Troie, des citations d'Homère, des vers en grec ancien. Tout ici respirait la nostalgie d'un autre temps, d'un monde héroïque et tragique, sans hypocrisie, sans politique, sans étiquette. Mais ce lieu n'était pas un sanctuaire, c'était aussi une prison. Chaque pièce, chaque sculpture, chaque rideau évoquait la mort. Et dans les nuits sans lune de Corfou, Sissi écrivait encore, seule, hantée. Elle notait « J'ai fait bâtir un palais pour fuir le monde, mais le monde m'y a suivi, à l'intérieur de moi. » Peu de gens furent invités à y entrer. Même l'empereur, son mari, n'y mit les pieds qu'une seule fois, brièvement. Il ne comprenait pas ce lieu, il n'en saisissait pas la fonction. Pour lui, c'était un caprice. Pour elle, c'était un mausolée anticipé. Elle n'y vécut pas longtemps,
quelques mois par an, parfois moins, car même le palais ne suffisait pas à contenir son malaise. L'Achilléon était trop beau, trop pur, trop proche de ce qu'elle ne pouvait plus atteindre. Alors elle repartait, toujours plus loin, vers la mer, vers l'Espagne, vers la mort. Après son assassinat à Genève, l'Achilléon fut fermé. Les volets se refermèrent sur les jardins en fleurs. Le vent siffla entre les colonnes. La poussière recouvrit les fresques. Le silence redevint roi. Le palais passa entre plusieurs mains. Pendant la Première Guerre mondiale, il devint hôpital militaire. Puis il fut vendu à l'État grec, transformé en musée. On y installa des guichets, des panneaux explicatifs, des boutiques de souvenirs. Mais personne ne retrouva vraiment la Sissi de ces lieux. Ce n'est pas un tombeau officiel. Son corps repose à Vienne, dans la crypte des Capucins. Mais son esprit, lui, est resté à Corfou. Dans le regard brisé d'Achille, dans les oliviers que le vent fait gémir, dans les marches de marbre que plus personne n'ose monter pieds nus. Et parfois, dans la lumière tremblante de la fin d'après-midi, il paraît qu'on voit passer une femme mince, toute de noir vêtue, qui traverse le jardin, sans laisser d'ombre. Elle est née princesse, elle est morte légende. Mais entre ces deux extrémités, Élisabeth d'Autriche n'a cessé de reculer, comme si chaque pas dans la lumière la brûlait un peu plus. Elle fut l'impératrice qui fuyait le trône, l'épouse absente, la mère endeuillée, la silhouette insaisissable. Une femme en lutte contre les murs invisibles de son époque. Et pourtant, elle ne s'est jamais rebellée avec fracas. Pas de manifeste, pas de renoncement officiel, pas d'abdication spectaculaire. Sa révolte fut une lente érosion, une disparition volontaire, un effacement méthodique. Elle quitta le pouvoir en ne l'occupant jamais vraiment. Mais c'est peut-être là que réside la puissance de son héritage, car à travers ce refus silencieux, elle a inventé une autre forme de royauté, la souveraineté intérieure. Dans un monde d'apparence, elle a choisi la vérité. Dans un système de représentation, elle a choisi l'invisibilité. Dans une époque où l'on exigeait des femmes qu'elles soient mères, muses ou marionnettes, elle a choisi d'être elle-même, même si cela signifiait être seule, même si cela la condamnait à l'incompréhension. Ce que Sissi nous a laissé, ce ne sont pas des lois ni des monuments. C'est une question. Une grande, immense question qui résonne encore plus fort aujourd'hui. À quel prix paie-t-on la liberté quand on est né pour obéir? Les femmes du XIXe siècle n'avaient que peu de choix, celles de la haute noblesse encore moins. Et pourtant, Sissi a transformé chaque fragment de sa cage en un fragment d'art. Elle a écrit pour ne pas se taire. Elle a voyagé pour ne pas étouffer. Elle a aimé en silence pour ne pas trahir. Elle a souffert sans jamais supplier. Et au fond, peut-être ne voulait-elle pas échapper à la douleur. Peut-être voulait-elle simplement qu'on lui reconnaisse le droit d'exister au-delà d'un titre. Aujourd'hui encore, on continue de la figer, en statue, en peinture, en film, en icône. Mais l'essentiel nous échappe souvent. Sissi ne voulait pas être belle. Elle voulait être libre, libre d'être triste, libre de vieillir, libre de partir, libre de n'être rien. Sa mort fut la dernière note d'un poème inachevé. Et dans ce dernier souffle, il n'y avait pas de haine, pas de cri, pas même de surprise. Il y avait l'acceptation douce et froide de celle qui, depuis toujours, savait qu'elle ne rentrerait jamais à la maison, qu'elle était née ailleurs, que son royaume n'était pas sur terre. Peut-être est-ce pour cela que tant de femmes, aujourd'hui encore, se reconnaissent en elle, pas dans la robe blanche, mais dans la mélancolie, pas dans la couronne, mais dans le silence, pas dans la perfection, mais dans la fissure. Sissi est morte il y a plus d'un siècle, et pourtant, elle continue de hanter nos imaginaires, non pas comme un fantôme, mais comme un miroir dans lequel chaque femme, chaque être, peut apercevoir ce qu'il a perdu, ce qu'il fuit ou ce qu'il rêve de devenir.